Merci beaucoup, Mélissande, Mickaël. Alors, du coup, bienvenue tout le monde pour cette nouvelle table ronde. Je suis avec Nathalie, Dinga et Léna. Alors, on va peut-être commencer à présenter un petit peu tout le monde. Nathalie, tu es streameuse depuis 4 ans. Tu as fait des études dans le jeu vidéo pour devenir 3D artiste. Tu pratiques aussi l'infographie, le pixel art et la modélisation 3D. Donc, Ouais. merci à toi d'être avec nous. Je te suis aussi d'ailleurs sur Twitch où je vois que tu joues et tu réagis également à l'actualité du jeu vidéo notamment. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter à cette description? Non, c'était absolument parfait. J'ajoute juste que j'ai un chat et un chien. Voilà, ça m'a paru très important. Merci pour cette précision. Ensuite, nous avons Léna. Léna, tu es narrative designer chez Dontnod Entertainment. Tu as aussi travaillé en tant que designer et narrative designer sur le jeu Tell Me Why, qui a été édité par Microsoft en 2020. Et tu es aussi, du coup, membre d'Afrogameuse. Et je te remercie d'ailleurs d'en faire partie. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Léna. Merci à vous. Et enfin, nous avons Dinga Bakaba, qui est game director et co-directeur créatif chez Arcane Lyon. Alors, d'après sa description, Dinga aime hacker PowerPoint, il aime donner des cours de capoeira, être un papa paranormal et combattre le syndrome de l'imposteur à coups de petites victoires, comme beaucoup d'entre nous, je pense. Donc, merci d'être avec nous, Dinga. Avec plaisir. Alors du coup, pour commencer plutôt à la table ronde, j'avais une question que je voudrais vous poser. C'est une question que j'ai aussi posée à la communauté afro-gameuse et qui va peut-être nous permettre d'introduire le débat justement sur l'image de la femme afro-créole dans les jeux vidéo. Alors, cette question est-elle, d'après vous, ou plutôt d'après votre expérience, quels sont les personnages féminins afro-créoles que vous connaissez, qui vous auraient marqué, peut-être que vous détestez, ou encore qui ne sont pas stéréotypés? Est-ce que vous avez des noms des personnages afro-créoles à nous citer? Est-ce que tu veux commencer, Nathalie? Ouais, je disais justement que je trouvais cette question assez piège parce que dès qu'on arrive aux qui ne sont pas stéréotypés, je trouve que ça devient vraiment très difficile. Ma première réponse, ça allait être, il me semble qu'il s'appelle Saz dans Final Fantasy XIII. C'est le seul personnage noir justement et c'est le père de famille et je trouve que c'est pratiquement le personnage principal de Final Fantasy XIII. Il est extrêmement attachant, il est extrêmement touchant, mais on revient encore un petit peu au stéréotype du personnage noir qui est là pour faire le comedy relief, quoi, enfin, qui fait des blagues tout le temps. Heureusement, ils ont réussi à le rendre très attachant et très profond quand même, malgré ça. Mais du coup, tu vois, genre, on est quand même un peu dans le stéréotype. Genre, c'est un bon personnage, il est bien écrit, mais il est quand même là pour faire des blagues. Et malheureusement, niveau Final Fantasy, c'est un peu la même chose avec Barrett, par exemple, dans Final Fantasy VII. Pareil, c'est un personnage super cool, c'est aussi un papa, il a toute une histoire sympa. Et pourtant, pareil, c'est encore un personnage qui est un peu concon, qui fait des blagues tout le temps. Et c'est juste qu'au bout d'un moment, oui, on sait, le personnage de Comic Relief, on l'a vu, ça serait bien de passer à autre chose. Et sinon, je crois qu'on a peut-être ce personnage-là en commun, toi et moi. J'aime aussi énormément Senna, qui est sortie il n'y a pas très très longtemps dans League of Legends. Et elle, pour le coup, je trouve qu'elle est vraiment bien sur tous les points, presque. Ouais. Pour le coup, juste pour rebondir, là, tu nous as cité en premier 2 personnages non féminins. C'est vrai, pardon. Voilà. On part vraiment sur des exemples de personnages féminins afro-créoles. Mais par contre, je suis absolument d'accord avec toi pour Senna, qui du coup est au top, malgré sa création assez tardive, puisqu'elle est arrivée seulement en 2018, pardon, pour un jeu qui existe depuis 2008 ou 2009. Mais ça reste un très bon exemple. Est-ce que toi, Léna, tu as des personnages comme ça qui t'ont marqué, féminins et noirs, du coup? Ouais, pareil, question piège, parce qu'il y a effectivement, j'ai un personnage qui me vient en tête, mais c'est un personnage avec lequel j'ai énormément de conflits, et c'est le personnage de Sheva dans Resident Evil 5. Parce que pour moi, c'était le premier personnage de meuf noire que j'ai pu incarner en tant que protagoniste, en tant que personnage joueur, puisque c'est un jeu que j'ai fait en coop avec mon frère, et j'ai des conflits avec elle, parce que c'est un personnage dont la représentation est super problématique. Déjà, Resident Evil 5,
est super problématique parce que ça se passe en Afrique, une Afrique qui n'est pas nommée. Et c'est très, très, ouais, c'est très stéréotypé. On passe son temps à tuer des Noirs dedans. Enfin, il y a plein, plein, plein de problèmes. Mais en même temps, vu que c'était le premier personnage de meuf noire que j'ai pu incarner dans un jeu, moi, j'ai beaucoup d'amour pour elle. Et elle me fait un peu le même effet que Bayonetta dans le fait que c'est un personnage qui est super sexualisé, qui est super féminin et qui est super glamour et qui est super, voilà, qui est très, très, très féminine. Et ça peut être vu comme un désavantage, comme quelque chose qui est très sexiste et qui est très problématique, quoi, qu'elle soit réduite à son sex appeal. Mais j'aime bien aussi ce type de personnages qui vont être très, très féminines, qui vont utiliser genre leur féminité comme un pouvoir quasiment, et qui vont tirer un petit peu leur force de ça. Donc voilà, je suis un peu en conflit là-dessus, parce qu'en plus, c'est un personnage, quand on le joue en solo, qui est du coup Inia, qui est pas top top. Mais par contre, on a une relecture totalement différente de ce personnage quand on y joue en coop, parce que du coup, on peut l'incarner. Et ça nous permet justement d'apposer un petit peu une lecture personnelle sur elle. C'est un truc qu'on peut pas vraiment faire en jeu solo. Et en fait, quand j'essaie de penser à des exemples de personnages de meufs noires dans des jeux qui me plaisent, j'en trouve pas forcément beaucoup, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément notre compte en tant que joueuse noire, et qu'on va souvent se réapproprier des personnages qui sont pas forcément noirs ou qui sont pas forcément des meufs, où on doit essayer de prendre des personnages qui sont super problématiques et essayer de trouver notre compte dedans. Donc pour moi, voilà, c'est mon amour d'enfance chez Bahaloma, mais que j'aime avec beaucoup de distance. Ouais, c'est que malgré tout, tu retrouves quand même des problématiques liées à ce personnage, même si tu l'aimes beaucoup. Donc, on n'a pas encore, en fait, finalement, le parfait exemple, parce que même si on revient sur Senna, par exemple, même si j'adore ce personnage de Senna dans League of Legends, je remarque que c'est malgré tout un personnage qui a été créé suite à l'existence d'un autre personnage noir, le premier qui existe dans le jeu, et donc c'est la femme de ce personnage-là qui s'appelle Lucien. Comme si finalement on n'aurait pas pu aussi créer Senna sans qu'elle soit simplement une femme qui arrive toute seule avec tout son lot de personnalités, quoi. Et pour toi, Dinga, est-ce que tu as une référence en termes de personnages féminins noirs ou afro-créoles qui t'auraient marqué, que tu aurais peut-être détesté aussi? Je vais commencer par pas beaucoup aimer. Alors, moi, un de mes jeux préférés, c'est Street Fighter. C'est une de mes licences préférées. Et la première fois qu'on a vu une femme noire dedans, c'était Elena. Alors, Elena, c'est très problématique. J'étais super content, comme tu as dit, je suis prof de capoeira, donc j'ai enfin vu une capoeiriste dans Street Fighter. J'étais aux anges, les mouvements sont super beaux. Voilà, mais elle est censée être kenyane en faisant de la capoeira, donc déjà, c'est un peu chelou. On est au niveau culturel, on n'est pas top. Pareil, elle est super sexualisée et tout, et dans son cas, ça fait, contrairement à Bayonetta, un de mes jeux préférés, j'en profite. Contrairement à Bayonetta, c'est pas quelque chose qui semble être vraiment délibéré, c'est quelque chose qui est beaucoup plus maladroit chez Elena. Donc Elena, c'était un peu problématique, donc pareil, j'étais super content de la voir exister. J'étais pas du tout content de la représentation en tant qu'Africain moi-même. Ensuite, non, j'ai quand même des exemples qui me plaisent bien. Alors moi j'ai plutôt été, alors oui, effectivement, noir c'est plus compliqué. Noir et métissé par contre j'ai des exemples. Donc métissé, j'ai Clementine dans Walking Dead que j'adore. C'est un super personnage, elle a grandi avec la saga. Voilà, et puis le personnage principal à part du dernier, donc Lee, est un homme noir également. Donc voilà, il y a Clementine qui a pas mal de profondeur et qui justement n'est pas stéréotypée. Cette histoire marcherait si les personnages étaient asiatiques, s'ils étaient quoi que ce soit d'autre. Donc là, on est vraiment loin du stéréotype. Clementine, qui me semble LGBT aussi, non? Il me semble bien. Il y a Aveline aussi dans Assassin's Creed sur PSP là, c'était chouette, pareil, d'avoir un personnage métissé. Donc là, on est plus dans les thèmes de l'esclavage effectivement, puisque il me semble qu'elle est, elle est métissée, mais c'est un de ses deux parents qui était esclave et l'autre qui était donc le maître. Donc elle, c'est une histoire un peu tragique si je me rappelle bien. Il y a Alix dans Half-Life 2. Qui est un personnage que là ils ont fait un jeu sur Alix il y a pas longtemps, mais déjà à l'époque c'était chouette de voir un personnage mat de peau tout le temps avec nous dans Half-Life épisode. C'est un personnage que j'affectionne énormément, comme tous ceux je pense qui ont connu la grande époque de Half-Life épisode. Plus récemment il y a Athéna dans
dans, Hades. dans Hades. Alors ça, pour moi, c'est un super exemple parce que on fait un jeu sur la mythologie grecque. Très bon prétexte de n'avoir que des blancs. Et du coup, l'équipe a été courageuse. Et puis en fait, d'un certain point de vue, pourquoi pas? Pourquoi pas? Puisque on peut avoir cette créativité-là, je vois pas le problème. Donc c'était un chouette personnage, elle est bien représentée. Et enfin, pour finir, même si c'est un peu embarrassant de parler de son propre travail, nous, dans la saga Dishonored, on a un personnage majeur qui s'appelle Billy Lurk ou Megan Foster, suivant à quel point on en est dans la saga et à quel point on aime les spoilers, qui est effectivement une femme noire et qui se trouve être... alors tu parlais d'LGBT, elle est sur le spectre également, puisque on la décrit comme aimant les femmes, mais parfois des hommes. C'est aussi un personnage qui est dans Dishonored 2 et dans Death of the Outsider, où elle est le protagoniste, là carrément, c'est elle qu'on joue. Elle est amputée, donc c'est un personnage qui a aussi une invalidité. Bon, voilà, très modestement, je pense qu'on a tout fait pour qu'elle ne soit pas stéréotypée. Mm. Bah là, justement, chez Arcane, vous avez Deathloop qui arrive aussi bientôt, où vous avez deux personnages principaux qui sont tous les deux noirs, où vous avez un homme et une femme qui sont rivaux. On n'en sait pas encore énormément sur le sujet, puisque le jeu arrive bientôt, mais en tout cas, on sera là pour décrypter un petit peu tout ça. J'espère. D'accord, merci d'avoir répondu à cette question qui m'emmène finalement à la suivante, qui est celle des stéréotypes qui reviennent le plus couramment. Vous en avez cité quelques-uns, mais selon vous, justement, quand les personnages féminins afro-créoles existent dans les jeux vidéo, est-ce que vous avez retrouvé des stéréotypes qui reviennent couramment, qui vous dérangent, des choses qui vous dérangent en fait dans l'image de ces représentations-là? Du coup, pas pour revenir sur Sheva, mais un souci qu'on retrouve beaucoup avec les personnages de femmes noires, c'est l'exotisation, forcément. Et en fait, il y a énormément de stéréotypes qu'on trouve déjà dans le cinéma et qui se retrouvent forcément dans les jeux vidéo, parce que beaucoup de créateurs de jeux vidéo sont des hommes blancs qui aiment Tarantino, donc voilà, c'est souvent les mêmes stéréotypes que dans ce genre de film-là. Mais pour moi, si je peux parler d'un stéréotype qui n'est pas forcément cinématographique, mais pour moi qui est vraiment propre aux jeux vidéo, c'est la réticence des créateurs de jeux à faire des personnages de meufs noires protagonistes et en fait des personnages joueurs. Et parce que du coup, j'ai cherché un petit peu avant qu'on fasse cette table ronde des exemples de protagonistes et de personnages principaux de meufs noires. Il y en a très peu et il y en a assez peu, même si ça tend un petit peu à s'améliorer. Et c'est souvent dans des jeux où on a le choix d'autres personnages qui seront pas, donc du coup, on ne sera pas forcément la seule personnage qu'on va jouer, ou des jeux qui ont des créateurs de personnages. Et dans ce cas-là, on peut un peu customiser comme on veut. Et ça, je trouve ça intéressant parce que du coup, on a énormément de stéréotypes qui vont être attribués à ces personnages quand ils sont non-joueurs, mais j'ai l'impression qu'on n'a même pas forcément énormément de place pour avoir des stéréotypes de meufs noires dans les jeux parce qu'il y a très peu de protagonistes, en fait. On en trouve assez peu. Donc pour moi, ça, c'est un truc que j'ai l'impression qui est propre aux jeux vidéo parce que même si on n'est pas encore arrivé, mais dans le cinéma, on voit un petit peu plus de personnages principaux de meufs noires. C'est très peu le cas dans les jeux vidéo. Et ça m'embête un peu. Nathalie? Moi, du coup, alors, je sais pas si ça va compter, mais du coup, comme je vous avais dit, un truc que j'ai quand même remarqué, c'est que quand les développeurs de jeux vidéo se risquent enfin à faire des personnages féminines noirs, en fait, on se rend assez vite compte que leur couleur de peau est pas si noire que ça, dans le sens où on va faire en sorte qu'elle soit vraiment assez claire, en fait. Et là-dessus, on vient à un problème de société qu'on a partout de manière générale. Et je suis désolée, mon chat a décidé de jouer derrière. C'est du coup, je trouve qu'on a encore des soucis de colorisme, c'est-à-dire que par exemple, je pense à l'héroïne du jeu Dontnod, Remember Me. Je suis désolée, j'ai un trou de mémoire depuis 5 minutes, je me souviens plus de son prénom. Si quelqu'un là, j'adore cette héroïne, j'adore l'histoire de Remember Me, elle était vraiment super cool. Et personnellement, en tant que métisse, ça me fait vraiment du bien de voir des héroïnes métisses parce que je trouve que ça manque cruellement aussi. Tu vois, c'est pas du tout pour les comparer, mais je pense qu'on manque de meufs noires et on manque de meufs métisses de manière générale. J'ai l'impression qu'il y en a très peu des deux côtés. Mais même comme ça, tu vois, le fait qu'elle soit métisse, des fois, je me demande si c'était pas un petit peu une excuse pour faire, regardez, elle a quand même une couleur de peau assez claire et tout. Et au final, ça, c'est un truc qu'on peut remarquer partout. Par exemple, tu vois, Dinga, tu nous avais dit Elena de Street Fighter. Si on regarde la couleur de peau d'Elena, elle est assez claire, en fait, selon les screens sur lesquels on prend et tout.
Et finalement, Senna, c'est un peu la première héroïne que j'ai vue qui a quand même une vraie couleur de peau assez foncée. Et je trouve ça, pareil, assez dommage parce que du coup, j'ai l'impression en fait, on continue à renforcer en fait ces stéréotypes qu'on a dans la vie de tous les jours déjà de base, en disant un peu aux meufs, oui, il n'y a pas de souci avec les meufs noires, mais bon, on préfère celles qui ont la peau quand même un peu plus claire, tu vois, celles qui dérangent un peu moins ou celles où ça va être moins voyant. Et du coup, je trouve que c'est encore un problème. Et j'ai hâte qu'on ait des personnages noirs qui sont vraiment bien noirs, quoi. Il y a tellement plein de couleurs de peau différentes, c'est dommage de juste se cantonner à celles qui sont quand même assez claires, quoi. Merci Nathalie. Dinga, quelle est ton opinion là-dessus? Non, en fait, c'est effectivement assez délicat. Je pense que c'est pas. Je pense que sur ça, le jeu vidéo a un petit peu de retard à rattraper par rapport au cinéma ou aux séries, justement, pour ce qui est des protagonistes, hein. Je pense que c'était bien. Moi, je pense que c'est le point principal. Je sais avec Billy, par exemple, je ne sais pas si ce serait passé. Si pour Billy Lurk dans Death of the Outsider, je ne sais pas si ce serait passé si ça n'avait pas été d'abord un personnage important dans les DLC de Dishonored, dans Dishonored 2. Et du coup, là, voilà, on arrive avec Billy, parce que Billy, elle est noire, hein, par contre. Alors, elle a les cheveux défrisés, mais on l'a pas refait avec. Alors, Juliana, c'est l'inverse, elle est plus claire de peau, mais par contre, les cheveux, ils sont naturels. Donc, bref, tout ça pour dire que, ouais, c'est pas forcément évident. Et là, je voudrais quand même parler de quelque chose qui est assez, euh, qui a un problème. C'est quand, enfin, tu vois, bon, je suis obligé d'en parler, donc je vais en parler. C'est les réactions en fait des joueurs, tout simplement. Voilà. Là, on est face à quelque chose qui est parfois un petit peu flippant pour les éditeurs. Alors, je parle du triple A, hein. C'est vrai que quand on est dans l'indie et qu'on en a rien à carrer de ce qu'en pensent les gens négatifs, etc., là, il faut y aller, là, il n'y a pas d'excuse. Maintenant, c'est vrai que pour le triple A, où il y a des gros enjeux financiers, etc., le problème, c'est que immédiatement, quand on voit un personnage noir sur la pochette ou sur l'annonce du jeu, on se prend un torrent. Euh, bah, alors, on avait dit qu'il fallait être poli, donc je vais être poli au maximum. Je vais faire de mon mieux, mais voilà, on se prend un torrent de choses qu'on ne devrait pas lire ou entendre, des vidéos YouTube, genre juste impensables. Voilà, donc moi je l'ai vécu avec mon équipe sur Death of the Outsider. C'était vraiment très pénible. On peut pas faire le ménage constamment sur ces forums, donc au bout d'un moment, le flow, limite on baisse les bras, quoi. On se dit, bon tant pis, les forums Steam, ils vont pas y aller, quoi. Donc ça, c'est un vrai problème. Je pense que les éditeurs, alors autant les développeurs, ça nous met en mode combatif en général, c'est-à-dire que même des gens dans l'équipe qui n'avaient je pense, aucune sensibilité au fait que Billy soit noir, par exemple, ça les a mis un petit peu genre, hé, ils nous attaquent dans nos choix créatifs, là, quand même. Donc, nous, les développeurs, on a cette réaction-là. Mais effectivement, les éditeurs, les gens du marketing, enfin tout le monde commence à se poser immédiatement la question, mais est-ce que c'était bien prudent? Est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir ce type de publicité? Donc là, vraiment, je pense que c'est à la communauté des joueurs aussi de répondre à ces voix-là. Faut qu'on soit capable de ne pas laisser seulement ces voix-là s'exprimer, sinon c'est un vrai problème. Je pense qu'il faut aussi voter avec nos portefeuilles, hein, évidemment, hein, sinon on donne raison. Vous savez, les Américains, surtout, vous voyez, surtout les gens qui n'aiment pas du tout qu'il y ait de la représentation dans les jeux, ils ont ce proverbe qui est go woke, go broke. C'est-à-dire, en gros, vous mettez de la représentation dans vos jeux, et vous allez faire faillite. Donc ça, il faut les contredire, en fait. C'est à nous de les contredire, tout simplement parce que, voilà, effectivement, malheureusement, et nous, on l'a vécu à Arcane, aussi sur le personnage féminin. Maintenant, ça paraît peut-être aberrant, peut-être pour les plus jeunes, pour les plus jeunes, mais pour les personnages féminins, c'était un problème aussi. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il y avait un personnage féminin qui était lead sur un jeu, et il y avait pas. Alors nous, il y a le choix, mais il n'y aurait pas eu le choix, ça aurait été un problème, quoi. Et là, ça l'est un peu moins, heureusement, mais on a quand même ce sentiment-là à chaque fois que on arrive et qu'on propose qu'on propose quelque chose de risqué. Donc ça ne devrait pas être un marché risqué, je pense pas. Il n'y a aucune raison que ça le soit, et du coup, voilà, ce manque de protagonisme, pour moi, il vient quand même beaucoup, beaucoup de là. Beaucoup d'une certaine forme de paralysie euh, qui est causée par les gens les plus vocaux
J'imagine que c'est un cercle vicieux, du coup, genre, ils gueulent de ouf parce qu'ils veulent pas de perso noir, donc ça fait peur aux investisseurs qui mettent pas de personnages noirs, donc ils ont l'habitude de pas avoir de personnages noirs, et du coup, ils Exactement. gueulent quand il y en a un, quoi. Exactement, et du coup, on a des arguments super douteux qu'on a eu encore. On les voit aussi sur les personnages féminins jusqu'à Oui, on les aujourd'hui, voit c'est quand même partout, on va pas se incroyable, hein. mentir, ouais. Mais qui sont, je ne peux pas m'identifier à ce personnage parce que, voilà. Donc là, je ne parle pas, et là, je ne parle pas des trucs, voilà, je parle de gens qui essayent de rationaliser, ce que je trouve incroyable, mais je ne peux pas m'identifier. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu dommage si on est capable de s'identifier à un white trash absolument insupportable comme Travis dans, pas Travis, comment il s'appelle dans GTA V, là, comment il s'appelle Ah, Trevor. Trevor, voilà, pas Travis. Si on peut s'identifier à un white trash de l'enfer comme ça dans un jeu, je vois pas à quoi on ne peut pas s'identifier. Vous voyez ce que je veux dire? On peut s'identifier à un hérisson bleu, enfin, faut Oui, arrêter, quoi. voilà, c'est ça. Genre, avec Spyro, il y avait pas de souci, on pouvait être un dragon. Avec Mario, on peut être un mini plombier moustachu. Mais non, non, on peut pas être une meuf ou un mec noir. On va arrêter 5 minutes. Exactement. Donc Effectivement. ça pour moi, c'est quelque chose il faut vraiment qu'on arrive à casser, parce que comme tu dis, je suis là complètement d'accord. C'est un cercle vicieux. Ouais, et puis c'est quelque chose qu'on a retrouvé aussi, notamment pour Aveline de Grandpré, quand elle est sortie dans Assassin's Creed Libération, et qui a créé un tollé sur le net, justement parce que comment ça, l'héroïne principale est une femme, et aussi une femme métisse pour le coup, noire pour les Américains. Ça a vraiment créé une grande polémique, et c'est là que je pense qu'effectivement plusieurs studios se prennent ces tollés-là. Et moi, j'ai eu des témoignages aussi de professionnels et même de sociologues qui nous ont dit que effectivement, lorsqu'il s'agit d'avoir un personnage principal féminin noir, il s'agit réellement d'une prise de risque, puisque même pour les investisseurs, hein, les investisseurs dans les jeux, ils aussi, ils considèrent ça comme vraiment un risque, ça va pas marcher, c'est pas notre cible. Voilà, donc c'est des questions, je suppose, aussi à prendre en compte finalement. Ma prochaine question pour vous, c'est aussi sur cette question de représentation. Est-ce que dans l'exercice de votre métier, est-ce que finalement c'est si important que les personnages féminins noirs, notamment, soient bien représentés? Peut-être qu'on peut commencer par toi, Léna, dans ton métier de narrative designer. Oui, bah, c'est absolument important et c'est pas juste parce que j'ai un intérêt personnel à ce qu'il y ait plus de personnages de meufs noires, mais bah, c'est aussi parce que je trouve ça dommage d'être aussi limité dans le jeu vidéo en sachant que c'est pour moi, parce que je suis passionnée et que j'adore ça, c'est pour moi c'est le médium qui est le plus qui est le meilleur vecteur en fait d'expérience et qui est le meilleur vecteur d'émotion et qui est le meilleur vecteur d'hyper personnel en fait. Et c'est un médium dont on a peur de se servir, on est un petit peu timide de s'en servir pour faire vivre des expériences de personnes qui sont complètement extérieures à nous, qui ont des vécus qui sont complètement différents des nôtres. Et moi, j'aimerais voir plus de meufs noires parce que il y a énormément de choses que je vis en tant que meuf métisse, donc quand même claire de peau et voilà, c'est normé, tout ce que vous voulez. Mais il y a quand même des tas de choses que je vis dans ma vie tous les jours que j'ai jamais vu retranscrit dans un jeu vidéo et que j'ai jamais vu mis à l'écran ou partagé avec d'autres personnes. Et ça peut être assez aliénant. En fait, ça peut être une expérience assez solitaire d'être une meuf noire ou métisse qui bosse dans le jeu vidéo parce que mon expérience est absolument jamais racontée, enfin, avec exception, bien sûr. Et c'est un créateur de communauté. Et du coup, moi, de voir même Sheva dans toute sa splendeur stéréotypée, voir une autre meuf noire dans un jeu, je me dis, ah putain, ok, je me vois, je me sens représentée et j'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes comme moi et que je fais partie d'une communauté. Et je trouve ça dommage qu'on ne se serve pas plus du jeu vidéo comme ça. Et il y a des tas de jeux un petit peu plus indés qui le font très bien. Je pense à Manichi de Matty Bryce, qui est un petit queer game super, très très court en fait, où on vit une journée qui se répète d'une meuf trans noire et on voit un petit peu les expériences qu'elle a dans sa vie. Et ça, c'est un des meilleurs médiums, enfin une des meilleures œuvres que j'ai pu tester, qui m'a fait comprendre une expérience qui n'est pas du tout la mienne, parce que je ne suis pas une meuf trans, mais j'ai pu comprendre un petit peu son vécu. Et tout ça, c'est fait avec de la rhétorique procédurale, avec des mécaniques. Et c'est pour ça que moi, j'ai envie de voir plus de représentation parce qu'il y a des tas d'aspects narratifs et des tas d'aspects sociaux de ma vie et de la vie de plein de meufs noires que je ne vois pas représenter. Et c'est d'une richesse immense. Et c'est vraiment dommage de ne pas l'exploiter, en fait. C'est juste bête de ne pas l'exploiter. Oui, c'est ça. Et puis, on était en train de parler de stéréotypes, mais certains vont dire que, voilà, on exagère,
que tout le monde peut s'identifier à tout le monde. Qu'est-ce que toi, tu aurais à dire par rapport à ça, Nathalie? Que tout le monde peut s'identifier à tout le monde, Ouais. bah, dans l'idée, dans la théorie, oui. De toute façon, on l'a bien vu, on l'a bien dit tout à l'heure, hein, si n'importe qui peut jouer à Spyro ou à Mario et se sentir un minimum investi, c'est que oui. Mais le problème, en fait, c'est que ce genre d'argument me fait énormément penser à quelque chose que j'ai lu assez récemment. Je crois qu'il y a des accusations qui sont sorties sur un des directeurs de Riot. Et à un moment, dans l'article, des employés expliquaient que quand ils essayaient de dire à un directeur de Riot à quel point il y avait du sexisme dans la boîte, du racisme et tout, l'employé avait répondu: Ah, vous savez, moi, je comprends les difficultés que subissent les femmes en termes de sexisme parce que je suis français aux États-Unis et du coup, moi aussi, je suis une minorité. Et à ce moment-là, je me suis dit: «D'accord». Du coup, c'est un peu comme les gens qui disent: «Bah, à partir du moment où on a souffert une fois, c'est bon, on peut comprendre les souffrances de tout le monde» et je pense que c'est très dangereux de partir de ce principe-là parce que je n'arrive pas à croire que je vais dire ça, mais non, le fait d'être français aux États-Unis ne va pas vous faire vivre les mêmes discriminations qu'une femme ou qu'une femme noire ou qu'une personne trans, par exemple. Et c'est pas pour noter la violence des discriminations qu'on subit, ça n'aurait aucun sens. Par contre, on est d'accord que quand on veut, je sais pas moi, quand on veut guérir la grippe, par exemple, eh ben, il faut qu'on soigne la grippe. Il faut pas juste qu'on se dise: «Tu le nez qui coule, ben, on va soigner le nez qui coule», parce que ça, c'est un symptôme. Et pour bien comprendre la grippe, il faut arriver à voir ce que c'est. Et je pense que c'est la même chose avec toutes les tares, genre le sexisme, le racisme, etc. Pour arriver à bien le guérir, il faut arriver à comprendre ce que c'est et il faut vraiment arriver à comprendre la racine du problème. Et du coup, le fait de dire, bah moi aussi, bah oui, moi je comprends parfaitement le racisme. Une fois, on m'a marché sur le pied parce que j'étais français. Je pense que c'est vraiment se leurrer dramatiquement et c'est potentiellement passer complètement à côté de la gravité et de la profondeur d'un problème comme le racisme, comme le sexisme et plein d'autres choses. Et du coup, justement, pour arriver à comprendre ces problèmes-là, bah, souvent, en général, il faut les vivre. Sauf qu'on est d'accord que bah, des mecs blancs ne vivront jamais des soucis de femmes noires, etc., etc. Et cetera. Et c'est pour revenir sur ce que tu disais, Léna, c'est pour ça, effectivement, qu'on a besoin des histoires qui sont racontées dans les jeux vidéo, parce que les jeux vidéo, effectivement, c'est le médium le plus puissant qu'on a pour faire passer une histoire et pour faire vivre des expériences qui ne sont pas forcément les nôtres. Et ça pourrait permettre de vraiment comprendre en profondeur des problèmes pour peu que l'histoire et les problèmes soient bien racontés. Et du coup, ouais, je pense que là-dessus, c'est vraiment capital d'arriver à se dire que oui, on peut s'identifier à tout le monde, c'est un fait, mais du coup, il faut le faire de manière intelligente et il ne faut pas prendre un peu l'ego en se disant c'est bon, moi j'ai tout compris, ça marche aussi simplement que ça, parce que c'est rarement aussi facile, quoi. Oui, sans compter que pour le coup, on parle d'identification, mais c'est simplement difficile de s'identifier simplement quand on n'existe pas non plus en tant que, peut-être en tant que joueur, alors que, en fait, on existe, mais on n'est pas forcément visible en tant que joueur. Donc, quand on est une population finalement assez invisibilisée, c'est aussi ça le pouvoir de la représentation, c'est de dire, OK, on sait que vous existez, on sait que vous êtes là, on va vous montrer, on va raconter vos histoires. Pour toi, Dinga, quel est ton point de vue sur justement l'importance de la représentation dans ton métier? Euh, Moi, je vous avoue que sur ça, je suis assez vanilla, on va dire, euh, parce qu'en fait, tout simplement, pour moi, la question ne devrait pas vraiment se poser. Le monde, enfin, on fait des jeux qui sont à l'image du monde. Le monde, il est divers. Bah, nos personnages, ils doivent être divers, quoi. Et idéalement, on devrait même pas avoir tellement à se poser la question. C'est assez navrant qu'on se la pose. Après, maintenant, effectivement, je pense qu'il y a des il y a des raisons, on va dire, positives qui ont été données pour lesquelles ça vaut le coup de faire l'effort en plus. Mais au-delà de ça, c'est juste un minimum de décence de regarder, de regarder le milieu dans lequel on évolue, quoi. Maintenant, ce que je dirais, c'est qu'en plus, euh, bah, une chose importante à préciser, parce que des fois, voilà, pareil, moi j'ai eu enfin, j'ai eu ces expériences-là des fois dans des discussions qu'on a avec des fans. Parce que bon, ce qui est bien, c'est que maintenant ils prennent leur plume des fois pour essayer de vous envoyer un message pour vous expliquer pourquoi c'est un drame que le personnage principal de Dishonored 2 soit une femme et pas un homme. Alors, on se retrouve un peu embêté parce qu'on on veut pas leur dire. Enfin, justement, on leur répond dans ces cas-là, quand ils prennent le temps d'écrire. Et du coup, ce qu'on a envie de leur dire, c'est mais ça n'enlève rien à personne. Ça n'enlève rien à personne. Il y a juste quelqu'un dans le monde, là, actuellement, qui se sent représenté. Et toi, tu découvres un personnage qui est intéressant, qui a son histoire, son passé, sa personnalité. Et en fait, personne n'y perd. C'est vraiment, je pense, quelque chose d'assez important. Après, je pense qu'il y a une autre raison. Alors, elle est un peu tangente, hein, mais c'est. Ça concerne peut-être
pas tout le type de jeu, mais il y a aussi le fait que d'avoir des personnages de femmes noires, par exemple, et bah, tout simplement, ça va faire travailler des femmes noires, des actrices, que ce soit pour comment on appelle ça, de la full performance capture, comme on peut voir dans Wolfenstein The New Colossus avec Grace, ou juste la voix. Et dans certains cas, même, on peut avoir des cas intéressants. Nous, par exemple, Dishonored 2, on a fait le choix d'Emily Caldwin, qui est blanche, qui est méditerranéenne, qui est doublée par Erika Luttrell, qui est noire. C'est bien de pouvoir faire travailler ces talents-là aussi. Et je veux dire, comment est-ce que... Enfin, c'est tangent, mais c'est notre industrie aussi. Je pense que c'est important. Et de la même manière, euh, donc oui, non, je pense que on a tous à y gagner. C'est important parce que c'est le réel. Euh, voilà, je n'ai Ce pas serait trop le envie de comble de m'étendre ne là-dessus pas. parce que c'est... Non, mais c'est comme tu dis, ce serait le comble pour le coup d'être dans un univers tellement créatif et de ne pas pouvoir représenter effectivement la réalité. Parce que oui, on a des jeux qui nous montrent un peu de tout, on est capable de créer énormément de choses, mais je voudrais rappeler qu'il y a aussi ce souci d'être capable de créer des personnages, des univers aussi de manière authentique, parce que c'est aussi ça le jeu vidéo qui veut des fois se rapprocher autant que possible de la réalité. Jennifer, Oui, juste avant de passer à la question suivante, il y a juste un petit truc que je voudrais dire parce que pareil, ça a été évoqué. Je pense qu'il y a une autre raison pour laquelle c'est importante, mais pas important globalement, mais c'est important de se lancer, je veux dire de le faire, de ne pas tellement intellectualiser le truc qu'on ne le fait jamais. C'est qu'une représentation maladroite, ça permet de se poser plein de questions, ça permet de l'améliorer en fait. Alors que pas de représentation du tout, et ben du coup on reste dans le cycle en fait, on ne l'a pas cassé. Donc finalement, je parlais de Helena, qui n'était pas incroyable au niveau de la représentation, mais au moins, ça m'a fait me poser la question, moi, en tant que joueur, justement, de ce que j'attendais euh, de ce type de représentation. Donc c'est pour ça, je pense que c'est important de ne pas se paralyser non plus. Faut pas qu'il y ait des équipes. Tout ça, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des équipes où, alors, c'est un débat sans fin, mais il y a des équipes où effectivement il va y avoir aucun directeur, aucun écrivain, aucun designer qui est par exemple noir ou LGBT ou quoi. Et du coup, ces équipes-là, il faut pas qu'elles se disent ah bah du coup, je vais certainement pas prendre le risque, tu comprends, parce que si je le fais mal, après, on va venir me taper sur les doigts. Parce que je n'ai pas cette sensibilité-là. Et donc du coup, je ne peux pas la retranscrire. C'est vraiment important parce que malheureusement, on est encore dans une industrie qui est majoritairement blanche et masculine donc ou asiatique, suivant là où on est dans le monde. Du coup, bah, je pense que c'est important de se dire non, 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 on va essayer, on va consulter. Je pense que si on a personne dans son équipe, bah, déjà on essaie de recruter, mais c'est pas magique. En France, on voit que c'est délicat. Il y a pas de, la France c'est plus compliqué que les États-Unis, je pense, de ce point de vue-là, avec les lois, les statistiques ethniques, etc. On n'a pas trop le droit et compagnie. Mais pour les écoles notamment, bon bref. Mais n'empêche que bah, déjà essayer de recruter pour avoir une équipe plus diverse, mais en plus bah, on peut consulter, il y a des consultants qui font ça très très bien. Nous on a travaillé avec certains, ils appellent ça Sensibility Readers en anglais, je sais pas exactement comment on appelle ça en français. Sensitivity Readers, ouais. Et du coup voilà, mais il faut se lancer, parce que si on se lance pas et qu'on ne se permet pas de se ramasser lamentablement, et ben on ne peut pas s'améliorer, on ne peut pas s'élever. Et selon toi, du coup, Nathalie, justement, comment est-ce qu'on fait pour essayer d'avoir une meilleure représentation des femmes noires, des femmes afro-créoles dans les jeux vidéo? Est-ce que tu as des conseils, des recommandations pour les professionnels, notamment dans la création, dans les outils, dans la façon aussi d'aborder cette représentation? Bah, là-dessus, là, je suis à 500% d'accord avec Dinga. Effectivement, genre, toutes les pistes qu'il a données sont très bonnes. Je pense qu'on peut même aller encore un petit peu plus loin et chercher vraiment, comment dire, en gros, le fait qu'on ait encore du mal à trouver des femmes de manière générale dans l'industrie du jeu vidéo, c'est parce que pendant longtemps, on a marketé le jeu vidéo comme étant quelque chose de réservé aux garçons. Ça commence enfin un petit peu à changer, mais bah, les dégâts sont là, on le voit bien sur une génération, en tout cas pour l'instant, donc c'est lentement mais sûrement en train de changer. Et je pense qu'il faut vraiment essayer d'appuyer dans ce sens-là, bien arriver à montrer que les jeux vidéo, c'est pour tout le monde. Et là, en fait, tout à l'heure, je parlais de cercle vicieux, là, je pense qu'on peut faire un cercle vertueux, en fait, parce qu'effectivement, en engageant plus de femmes noires, bah, du coup, elles vont raconter des histoires qui vont peut-être parler à plus de jeunes filles noires qui elles-mêmes vont peut-être du coup comprendre que c'est complètement un média qui pourrait aussi être pour elles et qui du coup vont s'investir et plus tard travailler dans cette industrie. Donc vraiment, je pense qu'il faut vraiment viser dès l'enfance, dès
dès qu'il y a des talents, en fait, il faut vraiment qu'on prenne le courage de les encourager dans cette voie, en oubliant complètement tout ce qui est le marketing genré, etc. Parce que ça fait vraiment des grands dégâts sur le long terme, quoi. Et selon toi aussi, il y a une espèce de déconstruction des biais aussi à faire peut-être du côté de la création. On sait que voilà, c'est une industrie qui est du coup plus dominée par des hommes, et pour le coup des hommes blancs, des hommes LGBT, hétérosexuels pour le coup. Mais forcément, il y a une déconstruction des biais à faire et tout un travail aussi pour aller trouver ces personnes-là, pour les trouver et les ramener chez soi. Finalement, pour toi, Léna, c'est quoi les meilleures façons de faire pour approcher les femmes noires, les populations, les minorités en fait, et les intégrer mieux dans le jeu vidéo et mieux les représenter finalement? Je pense que c'est tout simplement, il ne faut pas être timide avec ça. Et malheureusement, c'est une conséquence c'est une mentalité qui est très française et qui est que on ne voit pas la couleur. Si tu es une meuf, je ne vais pas forcément en parler parce que j'ai pas envie de te réduire à ton genre, j'ai pas envie de te réduire à machin. C'est un truc que j'entends énormément en écriture, qui est j'ai pas envie de te poser la question parce que je veux pas te réduire à ta couleur ou je veux pas te réduire à ta condition ou quoi que ce soit. Et on perd énormément de temps avec ça. Et pour moi, j'ai aucun souci avec le fait d'être réduite à ma couleur parce que j'ai des expériences qui sont les miennes et qui me sont propres et qui ne sont pas partagées par tout le monde. Et je voudrais qu'on ait un petit peu moins cette timidité en France et qu'on puisse juste, en toute sérénité, dire « Ok, tu es métisse, tu es noire, tu es LGBT et je voudrais avoir ton avis là-dessus. » Et bien sûr, je pense que c'est des positions qui doivent être rémunérées. Hein. C'est du labeur émotionnel, il faut pas le faire gratuitement. Mais les ressources sont là, il suffit de faire des efforts, et il suffit de ne pas avoir peur d'approcher. Il ne faut pas avoir peur de pointer du doigt des différences parce que ce n'est pas une insulte, c'est juste une réalité. En fait, c'est des rapports de domination qui sont tout à fait réels et qui sont tout à fait existants, quoi, et qui nous affectent tous. Et ouais, j'aimerais bien qu'on arrête d'avoir ces discussions qu'on arrête. J'aimerais bien arrêter d'entendre que il faut pas demander à ces personnes-là parce que moi je pense que je comprends ton expérience parce que voilà moi aussi je suis en Français aux États-Unis ou quelque chose comme ça et aller directement voir les personnes concernées et si vous avez peur qu'on vous dise c'est raciste, pourquoi tu me poses la question, c'est parce que je suis noire. C'est pas grave, ce sera une discussion intéressante, ce sera une discussion qui va être constructive dans tous les cas, mais voilà, arrêtez avec cette timidité, arrêtez avec cette volonté d'être complètement colorblind en France et de pas parler de ces choses-là, faire comme si on était tous sur un pied d'égalité, parce que c'est pas le cas en fait, c'est pas du tout le cas. Donc voilà, je veux qu'on puisse en parler sereinement, sans avoir peur de vexer, sans avoir peur de quoi que ce soit. Puis je pense qu'on peut ajouter aussi le fait de directement en fait aller voir effectivement les personnes concernées. Et je pense qu'il y a aussi cette grande problématique où beaucoup de créateurs, beaucoup de studios ne savent pas forcément où les trouver. Ils ont peur, comme tu as dit, qu'on les traite justement de racistes parce qu'ils se sont approchés des personnes à cause de leur situation. Mais pourtant, moi je le sais aujourd'hui, ces communautés-là, elles existent. Les femmes noires gameuses comme nous, elles existent, elles sont bien présentes, elles sont simplement pas forcément visibles. Et c'est aussi pour ça que maintenant, il y a de plus en plus de communautés de jeux vidéo qui existent, qui sont de plus en plus diverses. On a parlé tout à l'heure des queer games, des associations qui existent, les associations LGBT, les associations qui militent pour plus d'accessibilité dans le jeu vidéo, Afrogameuse qui milite aussi pour plus de diversité dans le jeu vidéo. En fait, on est là, nous sommes présents. Simplement, il faut aussi faire ce pas vers nous, venir nous voir pour nous dire « Ok, qu'est-ce que vous pensez de ce personnage ?» C'est typiquement ce qu'on fait. Et comme vous l'avez dit, je pense qu'il y a un gros souci aussi d'insertion professionnelle, ou dans le sens où, comme vous l'avez dit, les femmes ne se sentent pas toujours forcément légitimes pour aussi intégrer certains jobs, certains rôles. Et puis pour certaines, voilà, le jeu vidéo, la tech de manière générale, c'est un secteur dominé et pour les hommes. Donc il y a tout ce travail de faire, ce travail aussi d'éducation sur les métiers certainement à faire, puisqu'ils ne sont pas forcément non plus hyper connus par tout le monde. Écoutez, c'est la fin de cette table ronde. On est un petit peu en retard. Merci beaucoup à vous tous d'avoir participé, d'avoir apporté vos contributions. J'espère qu'elle aura amené certaines pistes de réflexion. De nous avoir accueillis. Je voulais juste
peut-être rajouter qu'il y a quelques... Alors, merci d'abord pour ce débat, c'était vraiment, vraiment super. Il y a quelques questions qui sont sur le chat et je me dis qu'on a un peu de temps pour y Ah, répondre génial. avant notre prochaine intervention qui sera à, attendez, à 17h40. Donc, on a un petit peu Ah, de temps. super. On a 15 minutes. Ouais, ça nous laisse un petit peu de temps. Après, on avait prévu une pause, donc bon, si on peut la faire, on la fera, mais le sujet est tellement important et tellement peu traité aussi que voilà. Alors, une des premières questions, que pensez-vous de cette tendance à faire cocher toutes les cases de diversité à certains personnages? Parfois, j'ai l'impression que la femme noire LGBT sert de fourre-tout pour permettre aux auteurs de se dédouaner. C'est bon, le personnage divers est là. C'est bien, certes. C'est Xavier Chamoiseau qui nous écrit ça. C'est bien, certes, mais je trouve que c'est une forme de paresse car ça évite d'explorer d'autres dimensions du personnage. L'héritage culturel est souvent à peine abordé. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Que pensez-vous donc de cette tendance à faire cocher toutes les cases de la diversité à certains persos? Oh, vas-y. Pardon, j'ai l'impression que on a un petit peu le nez dans le guidon, la tête dans le guidon plutôt, c'est l'expression. On a un peu la tête dans le guidon et à chaque fois qu'on voit apparaître un nouveau personnage de meuf noire, de meuf LGBT, des trucs comme ça, on a l'impression que encore un autre personnage de meuf noire LGBT, alors que quand on regarde l'état de l'industrie, c'est quand même très très minoritaire par rapport à tous les protagonistes de mecs blancs qu'on se tape depuis 40 ans. Donc c'est avoir un petit peu, pardon, avoir un petit peu la tête dans le guidon de dire ça, mais effectivement, il y a certaines productions où on sent tout à fait que c'est juste pour cocher des cases, et de toute manière, c'est quelque chose qu'on ressent immédiatement, quoi, quand il n'y a aucune authenticité dans l'écriture ou aucune volonté de rapporter de l'empathie et de parler d'une perspective, ça se sent immédiatement. Mais je pense que c'est pas si présent qu'on le croit, parce qu'il reste encore une grosse majorité de personnages très homogènes. Et ça, c'est quelque chose qui peut être résolu très facilement en engageant plus de personnes concernées pour écrire. C'est tout simplement, moi, c'est la solution que je vois. Et j'ai une question pour toi encore, Léna, excuse-moi, puisque tu as la parole. Quelqu'un me demande si tu peux redire le nom du jeu queer que tu as cité plus tôt. Oui, alors c'est Manichi. Je vais l'envoyer dans le chat et c'est le nom d'un quotidien japonais. Donc ça se retrouve assez facilement, mais je vais l'écrire dans le chat pour tout le monde. D'accord. Alors, j'ai une remarque de Xavier Chamoiseau qui posait donc la question tout à l'heure et en fait, il avait ce propos plutôt pour tout ce qui était série. En tout cas, on a répondu, nous, d'un point de vue jeu vidéo. Oui, puis on peut rajouter ce qu'on disait tout à l'heure. C'est exactement ce que tu as dit, Léna. C'est pas grave de se rater. Il vaut mieux ça. Ça. Je veux dire, à un moment donné, il faut choisir. Hein. Moi, je préfère largement avoir ça, puis on peut les déconstruire, on peut équilibrer, on peut critiquer, itérer, tout ce que vous voulez. Mais si on lance pas ça dans la nature, C'est vrai. Il y a une autre question qui est vraiment pertinente, je trouve, spectateur anonyme, qui a la possibilité de changer ses choix de représentation dans l'industrie du GV. Est-ce que ce sont les journalistes, les DA, la communauté, les investisseurs? Est-ce que vous avez une réponse tranchée ou tout le monde? Je pense que ça revient à ce que je disais tout à l'heure avec cette idée de cercle vicieux, en fait. C'est un peu l'effort de tout le monde et en même temps, le pouvoir est pas équilibré parce que l'air de rien, si demain des investisseurs arrivent en disant nous, on vous met tant d'argent sur la table, vous nous faites une héroïne noire et on veut rien entendre, il y aura une héroïne noire. Parce que les investisseurs, c'est ceux qui ont l'argent et c'est ceux qui ont le plus de pouvoir. Sauf qu'on sait que ça n'arrivera probablement pas. Et du coup, faut un peu jouer avec ça. Et l'idée de, il faut arriver à rassurer les investisseurs. Il faut arriver à pas se mettre les communautés du Gamergate, etc. sur le dos. C'est vraiment un jeu que je pense un peu compliqué. Mais du coup, je pense que c'est une question qui est trop subtile pour juste se répondre par tout est de la faute des investisseurs, tout est de la faute des joueurs, tout est de la faute de machin. C'est vraiment un effort collectif. Et c'est pour ça que c'est important du coup d'essayer de sensibiliser un maximum de gens sur ces questions-là parce que les gamers, de manière générale, je vais vraiment faire une grosse généralité, mais c'est pas forcément des gens qui sont très déconstruits, c'est des gens qui veulent juste jouer aux jeux vidéo et qui du coup potentiellement ne se posent pas vraiment ce genre de questions. Et du coup, c'est bien d'en parler parce que comme ça, ils finissent par s'intéresser à la chose. Et du coup, la prochaine fois qu'ils verront encore un jeu vidéo avec un personnage blanc, tout ça, ils se diront peut-être bon, c'est une histoire que j'ai déjà vue plein de fois, ça commence à être un peu cliché, je vais plutôt aller regarder de l'autre côté. Donc, je pense que vraiment, c'est quelque chose qui va dépendre sur plein de points.
Mais je pense que tout le monde a son job à y faire, en fait. Nous, en tant que joueurs de jeux vidéo, bah, en étant conscient de ce problème-là, on peut décider de donner notre argent plutôt à un jeu qu'à un autre, ou alors on peut décider de s'exprimer publiquement pour dire: «Ah bah là, vous avez fait un personnage, de telle couleur, c'est trop bien, merci d'avoir fait ça», ou «Ah bah là, vous avez encore fait un personnage homophobe, franchement, c'est nul, ça commence à bien faire», et cetera, quoi. Et en tant que développeur, essayer de pousser pour pouvoir mettre des personnages de couleur dans nos jeux, et en tant qu'investisseur, essayer d'être un peu moins, fermé d'esprit. Voilà. Tout le monde. Et pour vous, Léna, ou je ne sais pas s'il y avait Dinga, ou vous aviez une réponse à cette question? C'est bien répondu, hein. C'est bien répondu. C'est global. C'est global. Je pense que c'est très global. Après, Ouais. après, il y a autre chose quand même. Il y a aussi euh, ça va plus peut-être renvoyer à deux questions plus tôt. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est Xavier, je crois, si je me rappelle bien, qui a parlé de culture, qui était à peine abordé. En fait, ça me rappelle un projet. Alors là, en l'occurrence, c'est pas une femme, hein, mais je vais en parler brièvement. C'est Mafia 3. Avec le personnage de Clay. Alors ça, c'est un jeu, je pense que c'est important d'en parler parce que justement, c'est le contre-exemple sur pas mal de choses, dans le sens où, dès le départ, dès l'inception de ce projet, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est venu parce qu'il y a un développeur qui a poussé ou je ne sais quoi, ils avaient cette intention de faire un jeu sur un personnage noir, donc à l'époque enfin, juste après la guerre du Vietnam, dans une ville, bon, New Bordeaux, bon, c'est un peu la Nouvelle-Orléans, on a bien compris, mais voilà. Mais surtout, ce qui était intéressant, c'est que l'expérience du racisme de cette époque-là fait partie du jeu. Et c'est pas juste une toile de fond et un décor. C'est-à-dire que oui, ça fait partie de la narration, oui, ça fait partie du décor, mais ça fait même partie des mécaniques de jeu. C'est-à-dire que quand on est dans un quartier qui est majoritairement blanc de New Bordeaux, par exemple, et ben, les flics viennent vachement plus vite dès qu'il se passe quelque chose. Dès qu'on rentre dans un magasin, les gens commencent à te regarder. Donc ils ont vraiment. Et là, on se rend compte que ça peut pas être juste le public. Enfin, ça peut pas être juste un développeur qui a poussé pour ça. Ça peut pas être juste un investisseur. Ça se voit que c'est le travail de toute l'équipe, que c'est supporté par Touquet, en l'occurrence le publisher, le marketing. Enfin voilà quoi. On voit que ça c'est un effort commun. Et du coup. Ça, c'est un bon exemple. Après, est-ce que c'est un jeu qui a fait un gros succès? Bon, il y a la qualité, il y a tout un tas de choses. Et ça renvoie peut-être à ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut être présent pour les soutenir, ces jeux-là, hein. Parce que derrière, en tout cas, ils n'ont pas lancé la suite de cette histoire-là. C'est peut-être aussi. Alors que justement, c'était quelque chose qui était courageux, qui ne peut être fait qu'avec cet effort commun. Donc, c'est un exemple. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on a d'autres questions encore pour Dinga et Léna. Est-ce que vos identités influencent vos choix de design dans vos domaines respectifs? Oui, oui, absolument. Alors, je pense que particulièrement quand on est narrative designer ou quand on est écrivain dans le jeu vidéo, c'est quelque chose qui influence forcément l'écriture parce que je pense que dans le cadre de bosser sur des jeux où on va traiter d'oppression, des choses comme ça, c'est ce que j'ai fait en travaillant sur Camille White, même si je n'ai pas une expérience que je partage spécifiquement, connaître un petit peu les mécanismes de l'oppression et l'aspect systémique de certaines oppressions, bah, c'est quelque chose qui va informer mon écriture et je ne vais pas forcément vouloir mettre des situations où un personnage va subir du racisme ou va avoir une agression raciste super in your face, mais j'arrive peut-être à voir les moments où bah, les effets que peuvent avoir ces oppressions sur la santé mentale d'un personnage, les réponses un petit peu involontaires qu'un personnage va avoir quand il est face à ces situations. Enfin, toutes ces petites choses-là qui sont vraiment qui sont très fines et très propres à mon expérience, c'est quelque chose que je mets partout en fait dans tout ce que j'écris. Et dans les mécaniques aussi, c'est pareil, on essaie toujours de réfléchir à comment on va pas forcément déséquilibrer le gameplay pour certains personnages en fonction de ce qu'ils sont. Et juste pour revenir encore une fois sur Sheva, mais je crois que j'ai un problème avec elle, mais par exemple dans Resident Evil 5, même quand on est un personnage joueur et qu'on incarne Sheva, c'est c'est le joueur qui incarne Chris qui va avoir les ressources, qui va détenir les ressources et l'inventaire va être déclenché par cette personne-là et les armes vont être distribuées par cette personne-là. Ça, c'est un exemple typique je me dis, s'il y avait eu un développeur noir dans la salle au moment où ils ont pitché ça, ce ne serait pas passé. Mais voilà, ça, c'est des trucs auxquels on peut penser et qu'on n'a pas forcément en tête si on n'est pas concerné par ces choses-là. C'est vrai. Ouais. Non, forcément, ça impacte pas mal de choses. Après je pense que c'est différentes petites choses. De toute façon, on met tous, enfin, quel que soit le poste qu'on a, on essaye tous de mettre généralement dans les jeux sur lesquels on travaille un petit peu de nous-mêmes, quoi qu'il arrive. Donc voilà, moi je sais que par exemple, même si j'étais
j'étais lead game designer, donc j'étais pas nécessairement directement impliqué, enfin, en tout cas sur le papier, dans la création du monde pour Dishonored 2 par exemple. Je sais que quand on a commencé à parler de Karnaka, au début c'était censé être très, très méditerranéen et c'est devenu de plus en plus une ville du sud parce que moi je faisais un lobbying absolument incroyable. Seb, le DA, était plutôt pour aussi, donc on faisait grosse pression ensemble, on a fait bloc. Et du coup, au lieu que ce soit juste inspiré de, je sais pas moi, de Athènes euh, des Cinque Terre en Italie, bah, c'est aussi inspiré de Cape Town, en Afrique du Sud, c'est aussi inspiré d'autres endroits. Et par exemple, je sais que quelque chose sur lequel j'ai pas mal insisté. Alors c'est bête, hein, c'est des petites choses, hein, mais je prends un exemple concret parce que le jeu il est sorti. Mais par exemple, les Bloodflies, là, les espèces de mouches de sang qu'on a dans Dishonored 2, ces espèces de vermines là, absolument atroces, et ben, c'était parce que j'expliquais que ce qui est intéressant de l'expérience de vivre, par exemple, moi en Côte d'Ivoire, c'est la peur qu'on a des moustiques constamment, c'est ces petites choses là, mais qui peuvent te tuer en fait. C'est les plus gros tueurs d'humains sur la planète, c'est les moustiques. Et elles sont et juste t'entends le bruit, tu sais que si ça se trouve c'est la piqûre qui t'amène à l'hôpital quoi. Mais ils sont là constamment. Donc ça par exemple cette expérience-là, alors on les a grossis, on les a rendus absolument ignobles, etc. Parce que voilà c'est un jeu. Mais ça ça faisait partie de l'expérience. Il y a tout le côté néocolonial qu'on trouve dans Karnaka aussi. C'est pareil, c'est quelque chose qui fait partie de mon héritage culturel du côté de ma mère comme du côté de mon père, parce que ma mère est algérienne. Du coup, effectivement, je pense qu'on amène tous un petit quelque chose. Après, il faut savoir le faire avec, je pense, avec diplomatie. Il faut que ce soit dans le cadre du jeu. Il faut éviter d'amener des trucs qui ont l'air de sortir de nulle part, parce que les développeurs, bah, on a tous beaucoup, beaucoup de boulot. On a tous une liste un backlog de tâches monstrueux. Et donc, quand quelqu'un arrive et te dit, moi j'ai eu l'expérience pour Juliana, par exemple, dans Deathloop, là, qu'on voit derrière moi en flou, quelque part là. C'était sur ses cheveux. Immédiatement, le premier truc qu'on se dit, on va faire un personnage bon métissé en l'occurrence. On va lui faire des cheveux lisses. C'est beaucoup plus facile à modéliser. D'avoir des cheveux comme Lena ou Nathalie, là, c'est un peu plus compliqué à modéliser. Et il y a forcément un caractère artiste qui te dit, mais je vais y passer des jours et des jours. Et il faut arriver à le convaincre que ça vaut la peine. Moi, j'ai deux filles, elles ont les cheveux bouclés. J'ai envie qu'elles puissent jouer à un jeu vidéo sans immédiatement se sentir, je sais pas moi, pas représenté. Ça paraît un détail. Hein. Pareil pour Colt, il a les cheveux courts là, mais on a une des skins où il a des cheveux un peu plus longs. Je leur ai carrément donné la référence des cheveux de mon père, etc. Donc c'est devenu rigolo. Donc c'est la Sidiki skin, il l'appelle. Bon, je devrais pas en parler, on n'a pas révélé ça, mais bref. Tout ça pour dire que ça paraît être des petits détails, mais il faut arriver à faire comprendre à ses collègues pourquoi est-ce que c'est important et pourquoi est-ce que ça vaut le coup de mettre un petit effort là-dessus. Bon là aujourd'hui je suis directeur créatif, c'est plus facile, mais ça n'a pas toujours été le cas, donc voilà. Oui, justement, Pardon. Pardon, excuse-moi, Excuse-moi. Nathalie. Non, je voulais juste rebondir là-dessus parce que c'est super intéressant. Quand j'étais dans mon école de 3D, justement, on s'était rendu compte que c'était beaucoup plus dur de faire des peaux de personnages noirs, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'artistes qui se penchaient sur les shaders. Et en fait, comme il n'y avait pas de personnages noirs de manière générale dans les jeux vidéo, personne ne se penchait sur les technologies qui seraient nécessaires pour créer des personnages noirs. Et du coup, les shaders de couleur de peau de personnages noirs, on l'a vu assez souvent d'ailleurs dans l'histoire des jeux vidéo, les premiers personnages noirs, ils n'avaient pas une couleur noire très jolie, c'était un peu gris, c'était un peu... C'est uniquement maintenant, récemment, on a pu voir ça par exemple avec Monster Hunter ou avec Black Desert Online qui avait des couleurs de peau noire un peu plus jolies, entre guillemets. Mais même encore aujourd'hui, c'est un peu difficile de trouver des belles couleurs de peau noire et pas juste un gris un peu décoloré bizarre. Et pareil, tu vois, ce que tu viens de dire avec les cheveux, j'ai entendu la même chose dans mon école de 3D où effectivement, bah, on m'a dit, ouais, mais les cheveux frisés, c'est chiant à faire parce qu'on n'a pas la technologie, parce que ça demande plus de ressources, etc. Et ça, c'est juste parce qu'effectivement, bah, personne ne s'est penché dessus parce qu'ils sont en mode, bah, on n'en a pas besoin, les personnes n'ont pas des cheveux comme ça. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin, effectivement, qu'il y ait de la diversité. Comme ça, les gens vont se poser, vont faire les technologies pour les faire et ça sera plus facile ensuite, quoi. Ouais, c'est absolument vrai. Et pour conclure, parce qu'il nous reste un peu moins de 2 minutes, bah, tu parlais de Moustique Dinga et c'est très drôle parce qu'il y a un créateur de jeux guadeloupéen qui a créé un jeu sur les moustiques parce que là-bas on a le chikungunya aux Antilles et donc il avait fait un petit jeu mobile qui est toujours accessible d'ailleurs, je crois, sur les Play Store. Et puis, pour rebondir sur un autre cas, c'est Letty Arts, on en a parlé un petit peu ce matin. C'est un studio ghanéen et kényan de jeux vidéo qui crée plusieurs jeux d'ailleurs. Et Letty Arts a créé un jeu qui s'appelle
Kamza, qui est un jeu qui présente une héroïne donc noire, puisqu'en fait, de fait, les Africains, du coup, les studios africains, eux, utilisent des personnages noirs. Et elle est handicapée, elle a une lésion cérébrale, enfin, comment ça s'appelle, un handicap cérébral. Mais elle a une béquille magique qui lui permet en fait d'aller sauver des enfants qui sont enlevés à leurs parents. Et donc il y a toute une histoire qui est faite. Et d'ailleurs cette histoire a été reprise d'un personnage réel, enfin d'une personne qui existe et qui est une sorte de narrative designer pour l'équipe de Letty Arts, puisque elle est dans cette condition de femme en fait handicapée noire. Et du coup, voilà, ça c'est un studio qui a commencé il y a quelques années. Et en fait, ils ont déjà progressé bien plus vite que tous les studios qu'on peut connaître en Europe, et, en Asie ou aux États-Unis. Et je pense en fait que la réponse va vraiment arriver grâce à la montée en fait en puissance des jeux vidéo africains sur les marchés internationaux. Donc c'était voilà, c'était ce petit exemple que j'avais. Ça ne va que forcément progresser. Évoluer. Voilà. On va oui, s'il y avait encore un dernier mot, après je passe la main à notre prochain intervenant. Moi, je voulais juste rajouter, parce que je vois quelqu'un qui écrit que oui, mais quand c'est pour faire un FIFA, il n'y a plus de problème. Qu'est-ce que c'est absolument vrai. Et je voulais quand même faire un petit shout-out à toutes les communautés. Vous savez que j'ai plus une perspective du coup de gameuse pour le coup, à toutes les communautés et aux joueurs et aux joueuses qui font aussi ce travail en fait de représentation des fois à la place des studios. Et je pense qu'on l'oublie beaucoup des fois, tous les Black Simmers qui créent énormément de possibilités, notamment dans les Sims et dans plusieurs autres jeux, les communautés aussi qui finalement font pression sur les studios aussi pour qu'ils créent des personnages avec des afros assez propres finalement, un peu plus authentiques. On a vu l'exemple aussi avec Miles Morales qui est revenu dans la dernière édition avec des contours, ma foi, plus que parfaits. Avant, ce n'était pas le cas. Et donc, voilà, je voulais juste rajouter que c'est aussi un travail qui est fait avec les communautés. C'est un travail, comme tu l'as dit tout à l'heure, Nathalie, de tous, en fait, de pousser cette inclusion et cette diversité-là, simplement. Très bien. Merci à tous pour cette superbe table ronde. On a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'on aurait pu continuer longtemps sur le sujet. Il y avait encore quelques questions. Malheureusement, on va devoir stopper là pour celle-ci.